Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour une nouvelle capsule. C'est l'œil de la diète sur le podcast À côté de mes pompes, c'est l'épisode 221. Avec Nouchka, nous allons aborder une nouvelle thématique autour de la nutrition et après avoir évoqué le magnésium et la vitamine D, nous allons nous pencher aujourd'hui sur un autre minéral, un nutriment important au fonctionnement de notre corps, à savoir le fer. Nous aborderons tout d'abord les différentes attributions de ce fer dans notre fonctionnement corporel et vous verrez que les femmes ne sont pas les seules à souffrir de carences. Comment les détecter ? Comment combler un éventuel déficit en fer ? Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule L'œil de la diète qui, comme vous le savez, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Happy Run qui accompagne le podcast. Happy Run, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel et qui plus est, made in France. Je vous laisse donc en compagnie de Nouchka profiter de cette capsule L'œil de la diète consacrée au fer aujourd'hui. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. Après avoir évoqué le magnésium et la vitamine D, on va se pencher sur un autre nutriment, le fer. Alors comment on peut constater des carences en fer et surtout à quoi sert ce nutriment dans notre fonctionnement corporel et plus globalement dans notre pratique sportive ? Salut Seb, je suis contente d'être là pour cette nouvelle capsule. Le fer, déjà pour commencer, c'est un oligo-élément qu'on va retrouver dans l'organisme à des faibles quantités. On en a 2,5 à 4 grammes à peu près dans l'organisme. Et il est essentiel pour tout le monde parce qu'il va avoir plusieurs rôles dans l'organisme qui vont être importants. Le premier qu'on lui confère souvent, c'est son rôle de transporteur d'oxygène parce qu'il va rentrer dans la composition de la myoglobine et de l'hémoglobine. Donc généralement, chez le sportif, si on a une carence en fer, ça peut se traduire par une moins bonne oxygénation. Mais il n'y a pas que ça. Il va avoir aussi un rôle dans tout ce qui est lutte contre le stress oxydatif, synthèse d'ADN, d'ARN. Il va agir aussi au niveau des chaînes respiratoires dans la mitochondrie pour agir en tant que transfert d'électrons. Et puis, il va avoir aussi un rôle dans la production énergétique, le système immunitaire. En somme, il a beaucoup de rôles. et on constate que finalement, ce sont des rôles qui sont très importants pour le sportif. Et si on en manque, ça peut avoir des répercussions importantes sur les performances sportives. Est-ce qu'il fait partie de ces oligo-éléments, de ces nutriments vraiment essentiels au fonctionnement du corps ? Ah oui, totalement. Ouais. Je me suis fait sécher. J'attendais une réponse plus longue. Non, en fait, pour les simples raisons que je viens d'énoncer juste avant, en fait, quand j'ai donné tous les rôles, on voit que c'est essentiel. Si on manque de fer, l'oxygène ne se transporte pas bien dans l'organisme. La lutte contre le stress oxydatif est moins efficace, donc on va accélérer le vieillissement cellulaire et la dégradation des cellules. On va tomber plus malade parce que le système immunitaire sera un peu moins efficace. Voilà, tous ces éléments-là sont super importants pour le sportif, mais en fait pas que, pour tout le monde. Est-ce qu'en tant que sportif, on va être consommateur d'une plus grande quantité de fer ? Est-ce qu'on en a besoin en quantité plus importante avec cet entraînement qui va être intensif, cette pratique de la course à pied qui va aller peut-être chercher un peu plus loin dans les réserves que quelqu'un qui serait sédentaire, qui en aurait besoin, mais peut-être un petit peu moins que nous, les coureurs à pied ? Alors, on a bien évidemment des pertes plus importantes, ce qui induirait des besoins plus importants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en 2023, on n'a pas vraiment de recommandations officielles concernant les micronutriments chez le sportif. Ça, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est qu'en France, on n'a pas de recos qui nous disent quand on est sportif, qu'on pratique tant d'heures d'activité physique par semaine, on doit augmenter les besoins en micronutriments de temps. On a quelques données qui nous disent, par tranche de 1000 calories dépensées en plus, on ajoute ça comme micronutriments, mais en fait, on n'a rien de clair. Lorsqu'on regarde les recommandations pour la population,
on remarque que chez le sportif, on nous dit de se caler sur les recommandations pour le bien portant qui va pas forcément faire une activité physique intense, ce qui pour moi est problématique parce que on a une perte plus importante de fer pour plusieurs raisons. Déjà, quand on est coureur à pied, on a les impacts au sol qui vont engendrer une rupture de la membrane des globules rouges et une perte en fer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais c'est un fait. Quand on va avoir des impacts au sol, on va perdre plus de fer, en gros. Mais on a aussi une diminution de l'irrigation de l'intestin à l'effort, ce qui constitue finalement un facteur d'agression. On va moins absorber de fer au fur et à mesure qu'on va faire des efforts intenses parce que il peut s'installer une hyperperméabilité intestinale, ce qui fait que, en fait, c'est directement lié au fait que notre système digestif, notre tube digestif est altéré avec la pratique d'une activité physique intense. Et puis l'autre point aussi important, c'est que le fer va aider dans la lutte contre le stress oxydatif, pour lutter en fait pour neutraliser les radicaux libres qui sont produits à l'effort. Donc en fait, en faisant un effort intense de façon régulière, on va produire plus de radicaux libres. Le fer va aider dans cette lutte contre ces radicaux libres-là, et donc en fait la consommation de fer sera plus importante. Donc on aura des besoins plus importants. Donc voilà, ça fait quelques raisons quand même qui montrent qu'on a des besoins en fer plus importants, même si on n'a pas de recommandation officielle qui nous dirait clairement, voilà, on doit augmenter de temps l'apport en fer. Quelles sont les portes de sortie pour ce nutriment qu'est le fer ? Comment on évacue et où s'effectuent ces pertes en fer ? En fait, on a très peu de pertes exogènes, c'est-à-dire qu'on va en perdre 1 à 2 mg par jour via les selles à peu près, en sachant que nos besoins ils sont d'à peu près 11 à 14 mg. Le truc, c'est qu'en fait, le fer va être utilisé de manière endogène pour lutter contre le stress oxydatif, pour oxygéner l'organisme, pour agir dans les chaînes respiratoires, dans les mitochondries. Donc en fait, il va plutôt être utilisé en interne quotidiennement, mais on va pas vraiment en éliminer. L'élimination, elle va être minime via les selles, vraiment en petite partie via la transpiration, mais ça va plutôt être une utilisation endogène. Entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une équité dans la consommation de fer ? Je pense là aux femmes avec les règles. Est-ce que par cette évacuation sanguine, il y a une perte qui va être plus importante tous les mois ? Oui, chez les femmes qui sont réglées, il faut augmenter un petit peu l'apport en fer. Voilà, quand je parlais des recommandations, on va être sur 11 mg par jour pour les hommes et 14 mg par jour pour les femmes, donc un petit peu plus. Comment, Nouchka, on peut remarquer une carence en fer ? Première étape, c'est peut-être par la prise de sang, mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter le sportif avant d'aller réaliser ce bilan sanguin ? On va le rappeler, c'est les recommandations que l'on fait à chaque fois dans les capsules. Le passage par la case généraliste et une prise de sang sera quand même le meilleur moyen de réaliser un bilan et de voir si des carences ou pas s'observent. Mais au quotidien, quels peuvent être les symptômes qui pourraient faire penser à une carence en fer ? Alors déjà, il faut savoir que généralement la survenue des signes cliniques d'une carence en fer viennent tardivement, c'est-à-dire que souvent la carence en fer est déjà installée. Mais globalement, les principaux symptômes, ça va être une mauvaise oxygénation à l'effort, on va être vachement plus essoufflé, on va être plus fatigué, on va être moins performant aussi, ça rejoint les premiers points, on va être plus fatigué, un moins bon sommeil, on va être moins efficace au niveau de la production énergétique, au niveau musculaire, on va être plus fatigué, plus vite. Donc voilà, tous ces symptômes-là, en fait, qui se rejoignent, qui sont évocateurs d'une fatigue plus marquée, plus précoce, quoi. Une fois qu'un athlète est bilanté, il a ses analyses, une carence est constatée, par quels aliments, par quels moyens on va pouvoir remonter ce dosage en fer et revenir à une limite et à une norme avec un stock qui soit suffisant ? Alors, s'il y a une carence qui est avérée, alors faut pas forcément doser que la ferritine, qui est souvent ce qui est dosé. Ce qui est bien, c'est de faire un bilan complet du fer, de doser l'hémoglobine, la ferritine, la transférine, le fer sérique, la saturation de la transférine. Bref, faire un bilan vraiment complet, parce qu'en fait, la ferritine, c'est juste une protéine qui va stocker le fer. Donc, si elle est basse, ça nous donne pas vraiment toujours une représentation claire de nos stocks en fer. Donc, il faut vraiment faire un bilan complet. Ensuite, s'il y a une carence qui est avérée, la complémentation en fer, elle est indispensable. C'est pas via l'alimentation qu'on va forcément remonter les taux, parce qu'en fait, c'est très difficile c'est très difficile.
ça peut être un casse-tête de combler les besoins en fer via les aliments. Si je prends la viande rouge, par exemple, ça va être 2 à 3 mg de fer pour 100 grammes d'aliments. Donc en gros, ça va être, je prends un steak haché de 125 grammes, ça va être 3 mg et demi de fer pour un steak, en sachant qu'on a besoin de 11 à 14 mg. Ça peut faire peu. Après, les aliments qui vont contenir le plus, ça va être la viande, forcément, surtout la viande rouge, et c'est du fer qui va être héminique. En fait, il y a 2 types de fer, le fer héminique, le fer non héminique. Le fer héminique, c'est celui qui rentre directement, en gros, dans la composition de l'hémoglobine. C'est le fer qui est dit actif et qu'on va retrouver dans les produits d'origine animale, donc principalement le fer, le poisson, la viande, le poisson. Maintenant, on a le fer non héminique aussi qu'on va retrouver dans les légumineuses, les céréales, et qui lui sera la forme entre guillemets non active, et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut de la vitamine C pour aider à l'absorption du fer. La vitamine C va en fait surtout aider à l'absorption du fer non héminique, le fer qui est contenu dans les aliments d'origine végétaux. Donc voilà pour les aliments. Et après, forcément, on va mettre en place une complémentation. Maintenant, il faut faire attention aux compléments qu'on va utiliser, parce que souvent les médecins vont conseiller genre du tardiféron, du thymopherol, des fers qui sont vachement moins bien assimilés sur le plan digestif, souvent qui peuvent constiper, faire des selles noires et qui sont pas trop tolérés par les personnes. Donc on va éviter les sulfates et les oxydes de fer et plutôt favoriser un bisglycinate de fer qui sera vachement mieux absorbé et toléré sur le plan digestif. Par contre, ça sert à rien de se supplémenter si on n'a pas de carence en fer. Moi, je vois beaucoup de gens qui prennent du fer parce qu'ils sont un peu fatigués, donc ils pensent que ça va les rendre un peu moins fatigués, ou pour augmenter les perfs ou quoi. Le fer, pris en excès, ou du moins pris sans carence ou déficience, peut être toxique pour l'organisme parce qu'il n'est pas éliminé par les urines, en fait. Typiquement, il va être stocké et il peut s'oxyder et être toxique pour l'organisme. Donc voilà, vraiment, s'il y a une supplémentation en fer, ça va être ponctuel, et surtout s'il y a vraiment une carence avérée. Quid des épinards? On n'en a pas parlé. Est-ce que, comme Popeye, en mangeant beaucoup d'épinards, on va avoir une santé de fer? Eh bien, en fait, là, je vais péter un peu un mythe. Dans les épinards, il n'y a pas de fer, ou du moins, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est une erreur de virgule qui remonte, je crois, au 19e siècle ou 18e. C'est un scientifique qui avait fait une erreur de virgule lorsqu'il a relevé les valeurs des aliments. Et donc, en fait, il y a vraiment très peu de fer dans les épinards. Donc là, je casse un petit peu un mythe, mais on ne peut pas compter sur les épinards pour combler les besoins en fer, c'est certain. Par contre, voilà, si on consomme pas de viande rouge, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne consomment pas de viande rouge ou qui sont végétariennes, c'est pas grave. Les végétariens n'ont pas spécifiquement des carences plus importantes en fer. Faut juste faire attention à intégrer assez de légumineuses, assez de vitamine C aussi pour augmenter l'absorption. Et puis peut-être espacer le café et le thé du repas, parce que les tanins entre autres vont limiter l'absorption du fer. Donc voilà, on va espacer café et thé du moment du repas. Nouchka, est-ce que tu aurais d'autres conseils, recommandations sur cette complémentation en fer? Tu l'as dit, hein, on ne le fait pas à l'aveuglette, on passe d'abord par un bilan. Ça, c'est des recommandations que l'on mentionne à chaque capsule quand on traite de la nutrition. Ça, c'est la base, je dirais. Ouais. Alors, mes conseils, c'est voilà, s'il y a une carence qui est avérée, on va supplémenter 2 à 3 mois en fer à des doses à peu près physiologiques, voilà, entre environ 15 mg par jour, pour pas trop dépasser les recommandations parce que l'excès peut être toxique. Au terme des 3 mois de cure, on refait une prise de sang pour voir si les taux sont remontés. Si c'est le cas, alors on peut arrêter. Si c'est pas le cas, ça peut justifier peut-être une prise de fer en intraveineuse. Ça peut être le cas chez les personnes qui sont souvent carencées et qui n'arrivent pas à remonter leur taux via la complémentation. Et puis après, ce qu'il faut faire, c'est soigner son alimentation au quotidien, faire attention d'avoir assez d'aliments riches en fer, avec une alimentation riche en antioxydants, en vitamine C, limiter les tanins, la caféine, ou surtout l'espacer du moment du repas. Si on est vraiment carencé, on va essayer de le limiter au maximum. Et puis voilà, et pas se complémenter à l'aveugle sans savoir si on a vraiment une carence, parce que ça peut être toxique pour l'organisme. Est-ce que l'on peut trouver des eaux minérales qui vont être chargées un petit peu plus en fer, comme on l'avait vu pour le magnésium? Non, il y a, à ma connaissance, pas beaucoup
pas d'eau qui sont riches en fer. En fait, ça va être principalement le cas pour le calcium, le magnésium, le sodium, mais pas en fer. J'avoue que ça me parle pas. Peut-être, hein, mais là, tout de suite, je te dirais non. À l'évocation de ce minéral qu'est le fer, on a vu le magnésium il y a quelques semaines et la vitamine D. Est-ce que tous ces minéraux peuvent être pris en synergie ou est-ce qu'il y a quand même des recommandations à avoir et des préconisations pour ne pas les prendre en synergie? Alors, entre le fer, le magnésium et la vitamine D, il n'y a pas vraiment d'interaction négative. Le seul oligo-élément, à la limite, qui devrait plutôt être pris séparément, c'est le zinc, qui aurait une interaction négative avec d'autres micronutriments. Mais moi, je pars du principe quand même que ce qui compte, c'est de les prendre. Au final, on pinaille un petit peu sur sur quand prendre tel complément ou quoi. Ce qui est important, c'est de les prendre. Mais en tout cas, entre le fer, le magnésium, la vitamine D, il n'y a pas d'interaction négative. On peut les prendre ensemble, pas de souci. Avant de conclure cette capsule, Nouchka, est-ce que tu peux résumer les bienfaits du fer? Pourquoi on peut être carencé? Quels vont être les signes d'une carence? Et comment on peut lutter contre ce manque de fer dans notre quotidien, encore plus en tant que sportif? Alors, le fer a beaucoup de rôles, comme on l'a dit, mais ses principaux rôles, ça va être un rôle de transport d'oxygène, un rôle dans le système immunitaire et un rôle dans la production énergétique. Les pertes vont être augmentées pour le sportif, surtout lors d'une activité physique intense, donc il faudra faire attention à notre apport en fer via les produits d'origine animale qui sont les plus riches en fer héminique et puis aussi les produits d'origine végétale si on ne consomme pas de viande ou de poisson, donc surtout les lentilles et les céréales et un petit peu les graines oléagineuses. Souvent les signes d'une carence en fer, ça va être un essoufflement à l'effort, une diminution des performances, une hypoxie, des faiblesses musculaires. Tous ces signes-là, ça va être évocateur d'une déficience ou d'une carence en fer. Si on se supplémente en fer, c'est que s'il y a une carence avérée, sinon ça peut être toxique. 2 à 3 mois avec un fer sous forme de bisglycinate de préférence qui est mieux toléré et absorbé sur le plan digestif. Et à l'issue des 3 mois, on refait une prise de sang pour doser et on avise en fonction de ça. Et puis bien sûr, sur la prise de sang, on ne dose pas que la ferritine, mais on dose tous les éléments, la transférine, la saturation de la transférine et le fer sérique et bien sûr l'hémoglobine pour avoir une image globale de notre statut en fer. Merci Nouchka pour ces précieux conseils. À vous, chers auditeurs, de surveiller vos carences ou du moins vos manques de fer. Ça passe bien évidemment par une prise de sang. Nouchka, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule, l'œil de la diète. Merci à toi, à bientôt. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!